Europe. Europe 1. Il est 8h16. Votre invité ce matin, Patrick Cohen, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Homme aux multiples dossiers, on va y venir, mais aussi numéro 3 du gouvernement. Vous serez dans 2 heures à la table du Conseil des ministres qui va adopter les ordonnances de réforme du Code du travail. C'est un jour important ? Ouais, écoutez, je crois que pour le gouvernement, oui, c'est une étape importante. Donc pour vous ? Et donc pour moi également. C'est un sujet qui vous met mal à l'aise ou vous dites c'est pas mon sujet Non, moi je fais confiance au gouvernement, c'est sa première étape. Donc non, ça ne me met pas particulièrement mal à l'aise. J'ai vu que pour ce qui concerne mon secteur dans le transport routier, ça occasionne un certain nombre d'inquiétudes. Paraît légitime. À partir du moment où on change les choses un peu en profondeur, qu'il y a des questions qui se posent. Les syndicats ont été reçus par Elisabeth Borne, le dialogue continue. La ministre des Transports. Et la pédagogie doit primer surtout. Voilà. Moi, je partage toujours l'inquiétude parce qu'on sait d'où on vient, on ne sait pas où on va. Ce qu'il faut juste, c'est prendre le temps de la concertation et de l'explication. Le paradoxe aussi sur le plan politique, c'est que demain, dans la rue, en tête de cortège, vous aurez les 2 personnalités pour qui vous avez voté, vous, Nicolas Hulot, au premier tour des 2 précédentes présidentielle, Benoît Hamon en 2017 et Jean-Luc Mélenchon en 2012. Oui, mais vous savez, moi je renie pas des complicités intellectuelles que j'ai pu avoir. Quand Jean-Luc Mélenchon fait une critique assez légitime sur les excès de la mondialisation, les excès du capitalisme, pas parce que je suis au gouvernement que j'ai oublié cela. Je pense qu'il y a eu dans cette campagne une expression commune, intime et sincère de notre société sur justement cette mondialisation sauvage. Et donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être à l'extrême gauche de l'échiquier politique pour s'en indigner. Je pense que c'est une préoccupation qu'on doit entendre et auquel on doit répondre. C'est pour ça que par exemple, moi j'étais très inquiet, et je le suis toujours, sur des traités comme le CETA, qui sont des traités qui, au lieu de nous protéger, nous exposent. Bon, voilà. Mais il est entré en vigueur hier, le CETA, le traité en vigueur de libre-échange entre l'Europe et le Canada. D'abord, j'étais à l'origine du fait qu'il y ait une commission qui précise, valide ou infirme les risques que nous soupçonnions. Ces risques ont été validés par la Commission. Ils ont été bien identifiés, ce qui prouve que nous avions raison les uns et les autres d'être inquiets. Mais vous n'avez pas pu empêcher l'entrée en vigueur de l'accord. Non, parce que le processus était quasiment tellement lancé qu'à moins d'avoir vraiment un incident diplomatique que nous ne souhaitons pas avec le Canada, c'était difficile. Pour autant, il y a 2 procédures. Il y a les Belges qui ont saisi la Cour européenne, et puis il y aura le Parlement qui devra le ratifier. Donc maintenant qu'on a identifié tout cela, maintenant qu'il y a une vigilance qui est en place et que ce traité est mis sous surveillance, on va regarder les étapes d'après. Qu'on comprenne bien de votre point de vue, Nicolas Hulot, l'entrée en vigueur du CETA, c'est un compromis, une concession ou un arbitrage perdu ? Non, mais vous savez, c'est une leçon pour l'avenir. Il ne faut plus de traités qui soient, en contradiction avec nos objectifs. L'Europe, pas à pas, érige des règles environnementales et sociales. Et donc ces traités qui sont non pas des traités de juste échange, mais des traités de libre-échange au mauvais sens du terme, il faut dorénavant être beaucoup plus vigilant. Et la tendance que l'Europe aurait, et notamment d'éviter ce qu'on appelle des commissions mixtes pour ces nouveaux traités, il va falloir être excessivement vigilant. Il faut que les États membres puissent en amont, et notamment leurs citoyens, adhérer ou pas à ces nouveaux traités. La décision de faire entrer en vigueur le CETA jette le doute sur les convictions écologiques et la détermination du président Macron. Peut-on lire ? Non, c'est pas un doute que vous partagez. Non, attendez. Le jour, d'abord, un doute c'est une chose, une certitude c'est une autre. Si un jour j'ai une certitude contraire, je prendrai mes responsabilités. Ouais. Il y a, et c'est tout à fait normal, on a des cultures et des histoires très différentes dans ce gouvernement. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'y être, parce que je suis convaincu que cette diversité peut être excessivement fertile. Mais il y a un moment de phasage, c'est normal. Il y a un moment où on doit s'harmoniser, on est en train de le faire. Je suis convaincu, et pardon, mais à New York, vous auriez été fier de la France et du discours du président. Alors, vous revenez de New York, Nicolas Hulot, vous étiez auprès du président français pour l'Assemblée Générale de l'ONU. Sur les sujets climatiques, écologiques, environnementaux, évidemment qu'il faut toujours faire plus. Et moi, mon rôle, c'est d'être très exigeant parce que la situation ne permet aucun compromis. Mais si on veut être honnête à l'échelle du monde, et même à l'échelle européenne, on est plutôt dans les pays de tête, il faut aussi le reconnaître. Mais on regarde ici la conformité des discours aux actes ou des actes aux discours. Exemple, encore hier, signale contraire, la prolongation que vous venez de signer du permis de recherche d'hydrocarbures en Guyane.
accordé à Total au moment où votre projet hydrocarbures dit qu'il faut arrêter les énergies carbone. Quand j'ai lancé... alors d'abord, la loi n'est pas encore en vigueur, je vais la présenter au Parlement dès lundi prochain. C'est justement pour mettre fin à ce type de permis ou d'autorisation, parce qu'il y a des droits acquis, et il y en a un paquet de droits acquis. Et donc, si on ne vote pas une loi, on va être dans des contentieux qui coûtent excessivement cher à l'État français. Et donc, à partir du moment justement où cette loi va être votée, il en sera terminé. Mais on ne peut pas revenir sur les droits acquis. Donc, c'est simplement ce que je vais vous dire pour clarifier la situation et pour éviter qu'il y ait soit des reconductions d'exploitation, soit de nouveaux permis d'autorisation. À partir du moment où ça va se faire dans un délai très court, si le Parlement, évidemment, accepte de voter ma loi, eh bien, au moins, la situation sera claire. Et on aura notamment un mérite de clarification, c'est que, définitivement, sur notre pays, on ne pourra plus exploiter d'hydrocarbures, notamment non conventionnels. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va permettre, je l'espère, d'apaiser les esprits à juste titre. Il y aura d'autres batailles que vous aurez à livrer, sans doute, Nicolas Hulot. Par exemple, et c'est pas la moindre, d'ici la fin de l'année, Notre-Dame-des-Landes, projet ruineux, inhumain et inutile, disiez-vous. Est-ce que vous voyez dans un gouvernement qui valide un projet ruineux, inhumain et inutile ? Écoutez, moi je prends les choses, je répondrai quand je serai devant la situation. Ça va arriver très vite, là. Oui, C'est je début sais bien, décembre. mais alors, vous savez, comme effectivement, il y a plein de choses qui vont arriver dans les mois et les années qui viennent, moi, j'avance pas à pas. Donc là, pour l'instant, vous voyez, mon obsession, c'est ma loi hydrocarbures. Ça, c'est important. C'est des sujets santé-environnement que je vais essayer de mettre en œuvre et de bâtir une véritable stratégie. Et puis, quand la commission qui est à l'œuvre et dont je ne m'occupe pas, puisqu'elle a une totale indépendance, rendra ses travaux et que le gouvernement en tirera des conclusions, eh bien, à ce moment-là, je répondrai à votre question. Ce sera une heure de vérité pour vous ? Ça sera intéressant parce que je pense que Notre-Dame-des-Landes, c'est pas simplement un symbole idéologique, c'est que ce sont deux grilles de lecture. Toutes sincères, mais pour moi il y a une grille de lecture qui est contemporaine et une qui est passée. Voilà. Aujourd'hui, celle du passé, c'est celle du Premier ministre Édouard Philippe qui lui est favorable au projet. Non, pas du tout. Je ne suis pas certain que ça soit comme ça que Édouard Philippe voit les choses. Oui. Simplement aujourd'hui, d'abord, on ne peut pas faire tous les investissements. On est dans une rigueur budgétaire importante. Deuxièmement, on est un des pays européens qui avons le plus grand nombre de plateformes aéroportuaires, peut-être même 11 fois plus que l'Allemagne. Troisièmement, les terres agricoles sont devenues des terres rares. Quatrièmement, la priorité aujourd'hui, c'est la rénovation des logements anciens, c'est la précarité énergétique, c'est le développement des énergies renouvelables pour que notre pays acquiert une indépendance énergétique à partir de sources d'énergie qui à terme sont gratuites. Donc voilà, c'est vrai que c'est un marqueur de voir si culturellement on est véritablement en train de passer d'un logiciel à l'autre. Voilà, une fois que j'ai dit ça, chaque chose en son temps. Quand la décision viendra, eh bien, chacun prendra ses responsabilités. Chacun prendra ses responsabilités selon une formule bien connue et très souvent entendue dans le débat public. Les mesures J'ai pas trouvé mieux. Oui, mais enfin, on comprend ce que ça veut dire. Enfin, on comprend que pour vous, c'est important. C'est un moment important. Les mesures concrètes du plan climat, prime à la casse étendue, chèque énergie, crédit d'impôt transformé en prime et coup de pouce pour changer ces chaudières. Ce que vous avez présenté en début de semaine, Nicolas Hulot, ça va toucher combien de Français ? Ça va concerner combien de Français ? Vous avez vu les critiques sur ça touche les Français les plus modestes, mais pas les classes moyennes qui sont les plus... Alors, c'est pas vrai, parce qu'il y a des dispositifs, justement, qui jusqu'à présent étaient limités aux classes les plus défavorisées, ceux qui avaient des revenus très modestes ou éventuellement qui ne payaient pas d'impôts. Et il y a un certain nombre de dispositifs, notamment comme le chèque énergie, qui va être disponible pour tout le monde, pour le crédit d'impôt, pour les certificats d'économie d'énergie. Il faut comprendre que ce dispositif, il s'inscrit dans une logique d'ensemble. La logique d'ensemble, c'est que globalement, la fiscalité chez nous jusqu'à présent, elle pèse principalement sur le travail. Et moi, je souhaite progressivement que cette fiscalité se déplace sur la fiscalité écologique qui va évidemment augmenter, mais qui ne va pas alourdir la pression fiscale. Donc évidemment, le prix du carbone, le rattrapage du diesel, tout ça va se faire d'une manière progressive. Mais si simultanément, on ne redonne pas du pouvoir d'achat ou du pouvoir d'investissement aux entreprises, évidemment, tout ça ne va pas être audible. Et donc, nous allons baisser les prélèvements obligatoires, on augmente la fiscalité écologique. Si les gens font un effort et si justement ils se saisissent de ces dispositifs pour changer de voiture, pour changer de chaudière, pour rénover leurs bâtiments, eh bien ils vont largement
compenser cette hausse de la fiscalité. Le rattrapage de la fiscalité du diesel par rapport à l'essence, vous l'avez... Dans les 4 ans qui viennent, voilà. Dans les 4 ans, la fiscalité, puisque pour l'instant, le diesel bénéficiait d'une fiscalité avantageuse par rapport à l'essence. L'idée n'est pas de chercher des recettes supplémentaires, c'est de mettre fin à une aberration. On lutte contre la pollution de l'air, qui est le fléau, mais un véritable fléau de santé publique. Donner un avantage fiscal à un carburant dont on sait qu'il est beaucoup plus nocif pour la santé, très sincèrement, en termes de cohérence, personne n'y comprend rien. Votre budget 2018, il sera en hausse. Mais alors tous les ministres qui définissent disent que ça sera en hausse. Non, mais il est en hausse dans le tendanciel de 3%. C'est plutôt mieux que rien. Mais voilà, pour 2018, il y a un effort qui est très important. On y participe tous. Parce qu'on fait confiance au gouvernement et au président Macron que cet effort est nécessaire pour pouvoir retrouver après un peu d'oxygène pour notamment rentrer dans des grands investissements qui vont créer de l'emploi en France et notamment qui vont nous permettre, pour ce qui me concerne, de rentrer dans la transition énergétique. C'est un anniversaire, Nicolas Hulot, qu'on célèbre en ce moment en télévision. Vous avez suivi ça ? Alors, j'ai pas suivi, parce que je crois que c'était hier soir, mais j'avais accepté de faire une interview quelque temps avant de partir aux États-Unis. Ça me paraît tellement loin, cette vie d'avant, et en même temps... 30 ans. Et en même temps, je lui dois... On va dire de quoi il s'agit, pardon, pour les C'est les 30 ans, c'était les 30 ans de ma vie d'avant qui s'appelait Oussoya, à qui je dois, je pense, la force de mes convictions, parce que c'est par cette école-là que j'ai pu voir la vulnérabilité de notre planète et de notre humanité. Une vie d'avant qui est loin, dont la page est définitivement tournée. Oui, j'en suis convaincu. Mais qui me nourrit et qui me porte à chaque instant, et que dans les moments un peu difficiles de mes responsabilités actuelles, souvent mon esprit vagabonde et ça me permet de supporter l'instant présent. Et des moments difficiles, il y en a, si on vous entend bien. Merci. Merci à vous, Nicolas Hulot, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.